comparatif des différents investissements immobiliers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons aborder un comparatif des différents investissements immobiliers. Alors nous allons comparer tout d'abord trois typologies d'investissement immobilier. L'immobilier ancien nu, la location meublée et le dispositif loi Pinel. En effet, vous me posez différentes questions sur ces investissements et c'est la raison évidemment de l'enregistrement de ce podcast. Donc dans ce podcast, vous allez apprendre les avantages et les inconvénients afin d'affiner votre stratégie d'investissement immobilier. Alors n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire quelle est votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous souhaitez investir d'abord dans l'immobilier ancien, dans l'immobilier neuf ou peut-être évidemment les deux? Alors tout d'abord, démarrons par l'immobilier ancien nu. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc tout d'abord, on va définir l'immobilier ancien. Donc on parle d'immobilier ancien à partir du moment donné où il y a eu un premier transfert de propriété, c'est-à-dire une mutation, et dont les travaux ont été achevés depuis plus de 5 ans. Donc voilà, c'est ça que ça signifie. L'immobilier ancien, ça peut être évidemment 6 ans, donc ça fait évidemment un appartement ou une maison entre guillemets neuve bien sûr, mais c'est considéré bien sûr comme de l'ancien. La définition de l'immobilier ancien, ce qu'on appelle nu, eh bien c'est lorsque vous n'avez pas de meubles. Donc ça va être sous l'égide du bail régi par la loi du 6 juillet 89, 3 ans renouvelables ou 6 ans si le bailleur est une société. Donc c'est-à-dire tout simplement que vous allez louer un appartement ou une maison vide. C'est d'ailleurs la plupart évidemment des locations. Vous connaissez parfaitement cette typologie de bail, j'en suis sûre, sans savoir forcément que ça s'appelait évidemment de la location nue. Alors voyons maintenant les avantages, il y en a 8, je vais vous lister d'acquérir dans l'immobilier ancien. Alors tout d'abord, l'avantage, le premier, eh bien, c'est que évidemment le bien est déjà construit et donc vous allez pouvoir visiter le bien, son environnement, à contrario bien sûr d'un appartement qui est vendu dans l'immobilier neuf, vendu sur plan, en VFA par exemple, en vente en état futur d'achèvement. Et ça, c'est évidemment un intérêt, on va dire, vraiment majeur, c'est de voir le bien déjà construit, puisque vous allez pouvoir évidemment juger de la pertinence ou pas de votre achat. Deuxième avantage, eh bien, c'est que le bien immobilier va être rapidement disponible. Alors rapidement disponible, eh bien, bien sûr, il va y avoir un certain délai de quelques mois, vous le savez, mais c'est un délai, on va dire, tout à fait raisonnable, puisque vous avez un délai, bien sûr, administratif de la vente, mais c'est évidemment disponible rapidement, sous un trimestre, on va dire. Ensuite, le troisième avantage, eh bien, c'est que l'immobilier, le prix de l'immobilier neuf est élevé et plus élevé, généralement bien sûr, que dans l'immobilier ancien. Donc l'investissement dans l'ancien avec travaux reste évidemment le meilleur placement immobilier, sous réserve évidemment de ne pas acheter votre bien trop cher. Alors une estimation, bien sûr, c'est une fourchette entre 10 et 20% moins cher que dans l'immobilier neuf. Ça peut être parfois même la moitié. Donc évidemment, faites un comparatif, parce qu'on s'aperçoit quand même que des biens immobiliers neufs, même sur Paris, sont vendus parfois beaucoup moins cher que l'immobilier ancien. Donc ça a tout son intérêt, bien sûr, puisque vous bénéficiez d'une construction avec des nouveaux matériaux et des nouvelles normes. Voilà, mais ça c'était une petite aparté. Bien sûr, vous devez garder vos réflexes habituels, dont je vous parle très régulièrement, comparatifs. Donc gardons sur ce précepte, on va dire, que l'immobilier ancien serait évidemment moins cher que 10 à 20%. Donc cette décote évidemment va vous permettre d'obtenir parfois donc une rentabilité plus
élevée et bien sûr une future plus-value dans l'éventualité d'une revente. Donc cela va vous permettre de vous constituer un patrimoine pérenne et de percevoir des loyers. En tant qu'investisseur, vous devez choisir rigoureusement l'emplacement de ce futur bien immobilier, notamment centre-ville, proche de toutes les commodités pour avoir une attractivité locative optimisée pour les jeunes ménages actifs par exemple, où on le voit actuellement au regard de la crise du coronavirus, bien sûr, avec le télétravail. Donc nous avons aujourd'hui de nouveaux modes de vie, donc évidemment sachez en tant qu'investisseur, en tant que futur propriétaire ou futur propriétaire bailleur, eh bien à être dans la tendance des nouveaux modes de vie. Quatrième avantage, eh bien, grâce aux travaux, vous allez vous-même apporter de la valeur à ce futur bien immobilier. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la valeur vénale du bien, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de votre bien immobilier. Évidemment, si vous faites des travaux, eh bien, vous allez amener de la valeur. Et ça, évidemment, c'est quantifiable. Donc, gardez bien sûr, toutes vos factures. Faites des contrats d'abonnement pour la chaudière, la toiture, ça existe aussi au niveau des couvertures pour une maison. Et donc, eh bien sûr, ça va faire partie de l'entretien et ça va augmenter la valeur vénale de votre bien. Donc, c'est toujours bon de le rappeler, évidemment. Cinquième avantage, eh bien, des dispositifs existent aussi pour avoir des réductions d'impôts, notamment la loi Malraux, la loi Monument historique et la loi Pinel. On va voir, on connaît plus la loi Pinel dans l'immobilier neuf, mais bien sûr, vous avez également des réductions pour bénéficier sur la loi Pinel dans l'immobilier ancien. Donc notamment, cette loi s'applique sous condition de réhabilitation de votre logement si vous approchez cette réhabilitation proche d'un état neuf. Donc je vous donne un exemple, une réhabilitation si le logement est indécent ou s'il faut le transformer, par exemple si c'est un local commercial ou professionnel que vous allez habiter, vous allez pouvoir évidemment bénéficier de ces réductions d'impôts. Donc renseignez-vous auprès de votre service des impôts, donc le service des impôts des particuliers. Ensuite, eh bien, sixième avantage, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro à condition de devoir réaliser des travaux dont le montant représente 25% du coût total. Donc évidemment, ça aussi, forcément, ça va être un avantage non négligeable pour la réalisation de vos futurs travaux. Septième avantage, il faut faire attention, bien sûr, au seuil de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Donc, renseignez-vous auprès de votre expert comptable qui saura, bien sûr, vous guider sur ce point-là précis. Huitième avantage, la fiscalité des revenus locatifs pourront être optimisés avec le déficit foncier lié aux travaux. Je vous le rappelle, le déficit foncier généré est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € dans le cadre du régime réel en location vide, à la condition de louer le bien pendant au moins 3 ans. Donc, pareil, un accompagnement avec un spécialiste fiscal est vraiment nécessaire. Alors voyons maintenant, si vous le voulez bien, les 4 inconvénients majeurs. Alors, premier inconvénient, eh bien, ça va être bien sûr les frais d'acquisition qui correspondent environ à 8%, vous le savez, de frais de notaire, ce qu'on appelle les FDN, frais de notaire. Vous êtes à 8% sur de l'immobilier ancien contre 2,8 à 3% pour un bien immobilier neuf. Donc évidemment, il faut le compter dans votre budget. Deuxième inconvénient, eh bien les charges. Évidemment, comme vous en doutez, les charges peuvent vous coûter beaucoup plus cher dans l'immobilier ancien. Les charges de copropriété
notamment, je vous en parle très régulièrement, et notamment avec la réglementation que nous anticipons, la RE 2020, réglementation énergétique 2020, vous savez que les travaux sont très conséquents, évidemment en copropriété, et quand bien même ce bien n'est pas en copropriété, vous aurez évidemment des charges, donc faites le calcul, faites un prévisionnel de vos futures charges, et puis évidemment vous aurez les travaux, les charges d'électricité, chauffage, etc. etc. Troisième inconvénient, attention au budget pour les travaux de mise aux normes, notamment bien sûr pour les installations électriques, le chauffage, l'isolation thermique. On parle beaucoup d'ITE en ce moment, isolation thermique par l'extérieur, notamment avec tous les litiges qui sont dus aux travaux. Faites très attention bien sûr à prendre des artisans RGE, artisans notamment qui sont garants de l'environnement. Donc il y a un label, une certification pour ces artisans. Donc regardez bien, parce que malheureusement ces travaux génèrent beaucoup de désordre bâtimentaire. Donc faites attention évidemment dans le choix de vos artisans et de vos entreprises générales de travaux. Donc ces travaux bien sûr de remise aux normes vont parfois engendrer un budget conséquent. Donc pourquoi pas ne pas faire appel évidemment à un courtier en travaux pour évidemment vous aider dans la bonne marche de votre futur chantier de rénovation. Quatrième inconvénient, c'est bien sûr bien vérifier l'identité du propriétaire, parce que souvent, évidemment, le propriétaire qui vous fait la visite, la personne, on va dire, n'est pas forcément le propriétaire et ne souhaite pas forcément vendre. Ça arrive, il y a des cas et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, évidemment. L'identité du propriétaire, sa volonté, sa capacité de vous vendre, évidemment très importante à vérifier. Ce sera bien sûr entre guillemets le travail de votre notaire, mais c'est à vous aussi de vous assurer de cette identité, parce que le voir évidemment en amont c'est essentiel, et ça c'est évidemment aussi un point très important. Allez, si vous le voulez bien, passons maintenant au comparatif avec la location meublée. Alors évidemment, sans conteste, c'est le meilleur investissement en immobilier en comparaison avec évidemment l'immobilier ancien locatif nu, comme on vient de le voir précédemment, puisque sa fiscalité peut être optimisée avec une meilleure gestion, et c'est la promesse évidemment d'une bonne rentabilité. C'est vraiment la location meublée, un investissement favori des investisseurs pour plusieurs raisons. Alors tout va dépendre bien sûr du volume de vos revenus locatifs, si c'est inférieur ou supérieur à 70 000 €, et selon évidemment le statut fiscal que vous allez choisir, si vous allez choisir ce que l'on appelle le LMNP, loueur meublé non professionnel, ou le LMP, loueur meublé professionnel. Je le répète, mais faites-vous accompagner, bien sûr, c'est évident, dans ce choix, dans ces différents statuts. Alors, l'emplacement, évidemment, géographique vaut pour tous les placements, y compris évidemment la location meublée qui va s'adresser à une typologie de locataires. Donc, faites évidemment votre étude de marché. Alors, je vous ai listé 10 avantages, nous allons les voir ensemble. Tout d'abord, vous avez un abattement de charges jusqu'à 50% lié à l'acquisition, la location, la conservation et l'entretien de ce bien immobilier. Les intérêts d'emprunt, les travaux, les honoraires de gestion, le chauffage, l'électricité, les taxes diverses. Deuxième avantage, c'est l'amortissement annuel de ce bien immobilier et de son équipement mobilier. Ce n'est pas évidemment négligeable. Troisième point, la déductibilité du déficit éventuel. Quatrième point, les baux de location d'une durée d'une année renouvelable réduite à 9 mois si le locataire est étudiant, donc ça vous permet d'avoir une certaine souplesse dans votre bail. Cinquième avantage, les loyers peuvent être majorés de 15 à 20% versus une location
nu, donc vide, sans les meubles. Donc évidemment, c'est un point intéressant et ça va augmenter donc votre rentabilité et par ricochet bien sûr votre cash flow, le surplus que vous allez gagner. Sixième avantage, eh bien c'est la liberté de fixer le montant du loyer pour des séjours de plus de 3 mois. Alors évidemment, dans cette augmentation, il faut être évidemment dans le prix du marché avec un bien immobilier d'exception qui va se démarquer, évidemment, vous l'aurez compris, des autres biens. Ensuite, le 7e avantage, c'est que vous avez moins de risques d'impayés grâce aux APL, donc aux allocations, la caution des parents ou d'un proche, des entreprises, vous savez qu'aussi vous avez des employeurs qui louent pour leurs salariés et des dépôts de garantie. Donc vous voyez, vous avez quand même de très nombreux avantages. 8e avantage, vous avez la possibilité de reprendre la jouissance du bien immobilier pour vous-même en tant que propriétaire, pour votre usage personnel ou pour la revente. Donc vraiment, il y a une très grande souplesse. Alors, 9e avantage et avant-dernier avantage que je vous ai listé, c'est que la demande, cette demande locative est très forte. Elle est en forte croissance due aux effectifs de l'enseignement supérieur. On prévoit 219 000 personnes intéressées d'ici 2023 et un manque crucial d'offres de studios ou d'appartements meublés, notamment pour les étudiants. Alors c'est vrai qu'avec évidemment la crise du coronavirus, l'élastique, on va dire, s'est rétréci, mais il faut savoir qu'il y a une vraie demande et puis c'est comme tout, la société va s'adapter aussi à cette crise. Alors, de plus, 10e et dernier avantage, il y a une augmentation du nombre de mobilités professionnelles et de nouvelles organisations familiales. Nous avons de nouveaux modes de vie. Donc voilà, vous connaissez tout maintenant. Voyons les inconvénients. Alors, sur les 4 inconvénients, je vous en ai listé 4. N'hésitez pas à me laisser vos messages. D'ailleurs, si vous voyez d'autres points, cela me fera plaisir d'échanger, bien sûr, avec vous. C'est la rotation des locataires avec des durées de location courtes qui sont rarement, évidemment, plus d'1 an. Donc ça fait partie, vous avez une plus forte rotation locative. Donc vous allez devoir, si vous gérez seul votre bien, passer plus de temps à vous en occuper dans la recherche de votre futur locataire. Donc ça, évidemment, c'est une donnée que vous devez prendre en compte. Et par conséquent, vous allez évidemment faire plus d'état des lieux entrée et de sortie, et des états comparatifs entre les deux. Donc il faut une certaine, aisance et avoir du temps évidemment à y consacrer. Sachant que l'état des lieux sera plus long puisque vous aurez un inventaire sur le mobilier. Je vous rappelle qu'en location meublée, du coup, vous faites un inventaire et il faudra évidemment tout compter, donc c'est pas toujours très facile. Par contre, bien sûr, vous pourrez déléguer la gestion, donc ça c'est le 2e inconvénient, et forcément, si vous déléguez, vous allez avoir des frais. 3e inconvénient, la vacance entre 2 locations. Ça peut avoir un impact sur votre rendement locatif. La vacance, qu'est-ce que c'est? La vacance locative, vous l'aurez compris, c'est lorsque le bien immobilier n'est pas loué entre 2 locataires. Donc évidemment, forcément, vous ne percevez aucun loyer sur cette période. 4e inconvénient, louer un appartement en meublé nécessite de prévoir un entretien régulier, puisque comme je vous le disais, la location est sur moins d'1 an et donc vous allez avoir des dégradations qui ne sont pas évidemment volontaires, mais un usage du bien plus important. Donc par ricochet, évidemment, vous allez devoir renouveler régulièrement vos meubles, vos équipements, redonner un petit coup de peinture, etc. Donc ce sont des frais évidemment qu'il faut prendre en compte et il faut prévoir bien sûr un artisan d'une entreprise générale par exemple proche de votre bien immobilier en cas de panne d'un appareil pour pouvoir évidemment réparer rapidement et bien sûr
que votre locataire, je dirais, soit content. Voilà, il faut que ce soit entretenu, propre et que tout fonctionne. Donc en conclusion, eh bien, vous l'aurez compris, investir en location meublée, c'est être visionnaire, entre guillemets, puisque vous allez percevoir un complément de revenu qui est peu fiscalisé. Ça s'applique aussi en tant que, eh bien, pour l'immobilier ancien ou en immobilier neuf avec le statut de loueur meublé non professionnel ou professionnel. Donc vous pouvez avoir différents statuts fiscaux. Donc vous avez une très grande souplesse. Vous avez également la possibilité d'opter pour des charges forfaitaires, gestion locative à effectuer soi-même pour plus de rendement. Alors avant d'aborder bien sûr le dernier point, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous savez, je suis très présente, je vous crée du contenu très différent, que ce soit sur le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube. Et puis je fais régulièrement des lives aussi sur Facebook, Clubhouse, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous souhaitez me voir notamment en vidéo plutôt que de m'écouter sur ces différents podcasts. Allez, c'est parti. Troisième et dernier point, je voulais vous parler évidemment du Pinel. Alors Pinel, on en entend beaucoup parler de la loi Pinel. Alors, on connaît cette loi notamment pour l'investissement dans l'immobilier neuf. Alors, attention à la réputation de ce dispositif parce que, je dirais malheureusement, souvent les appartements dans ces immeubles sont surcotés de 20%. Donc c'est pas forcément bien sûr une bonne affaire, au-delà du fait que l'emplacement géographique, pareil, n'est pas toujours très optimal. Donc faites attention à ces dispositifs. Ce dispositif a été reconduit cette année. Donc à l'heure où je fais ce podcast, nous sommes en 2021. Et donc la réduction d'impôts contrebalance la fiscalité excessive des revenus locatifs. Donc il faut le savoir, évidemment, ce dispositif est un dispositif de défiscalisation. C'est un avantage pour vous en tant que propriétaire spécifique en fonction de la durée d'investissement. Donc, pour en bénéficier, vous devez vous engager à louer l'appartement ou la maison, puisque vous avez aussi des maisons, mais c'est plus communément, bien sûr, des appartements, pendant une durée déterminée, c'est-à-dire 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Donc chaque durée va comprendre une réduction d'impôt. Je me permets donc de vous la rappeler. Vous avez un engagement de 6 ans, vous allez bénéficier d'une réduction de 12%. Sur 9 ans, ce sera 18%. Et sur, évidemment, un engagement de 12 ans, vous aurez une réduction beaucoup plus importante qui est de 21%. Alors, quels sont les avantages de ce dispositif? On va les lister. Je vous en ai gardé 2. C'est que vous pouvez acquérir ce bien immobilier sans apport personnel. En effet, cette réduction d'impôt ainsi que les loyers perçus grâce à la mise en location de ce bien immobilier, ça va vous constituer des revenus réguliers qui vont participer en grande partie au remboursement de ce prêt. Donc ça, c'est un avantage évidemment non négligeable. De plus, les intérêts d'emprunt étant déductibles des loyers perçus, vous n'aurez pas à les payer. Les banques seront donc moins réticentes, évidemment, à l'idée de vous accorder un crédit si vous n'avez pas d'apport personnel. C'est souvent la raison pour laquelle votre banquier va vous proposer, évidemment, ce type d'investissement. Deuxième avantage, c'est surtout évidemment majeur, c'est que vous allez vous constituer un patrimoine neuf avec des matériaux constructifs de bonne facture, de bonne qualité, aux dernières normes, évidemment, avec la réglementation, la dernière réglementation thermique RT 2012, ou évidemment des bâtiments avec différents labels, comme vous avez NFHQE, donc normes françaises haute qualité environnementale, etc., etc. Donc, évidemment, regardez les différents programmes.
Ensuite, voyons les 3 inconvénients et j'en terminerai pour ce podcast. Eh bien, c'est que vous avez un plafonnement des loyers. Donc ça, c'est un inconvénient majeur, bien sûr, pour vous en tant qu'investisseur, puisque vous n'allez pas être libre du tout de fixer le loyer comme bon vous semble. Vous vous êtes engagé à louer à un prix modéré, je vous le rappelle, en respectant des plafonds fixés correspondant à des zones géographiques. Vous savez que la France est découpée comme un gâteau. Et donc vous avez des zones géographiques, donc selon si votre bien par exemple va se situer en zone A, A bis ou B1. Donc évidemment soyez très vigilants à cela, il faut bien sûr tout calculer. Deuxième inconvénient, vous ne pourrez pas reporter les économies d'impôts réalisées. Donc vous avez un risque d'avoir une année avec une économie par exemple qui va être très importante par rapport au plafonnement du dispositif. Donc il faut voir large, s'assurer d'être suffisamment imposable sur 6 ans, 9 ans ou vos 12 prochaines années. Donc c'est pas du tout simple en fait comme calcul. On voit que c'est très mathématique, mais votre situation, elle, ne va peut-être pas, on le sait très bien d'ailleurs, être si mathématique que cela. Troisième inconvénient, investir dans ce dispositif, ça évidemment présuppose le second inconvénient, c'est un projet sur le long terme, donc il faut avoir une certaine patience pour commencer à être rentable puisque votre prix de ce bien immobilier est plus élevé à l'achat et qu'il vous faudra un certain temps pour l'amortir. Alors c'était tout pour ce podcast. Je sais que ce podcast est évidemment un petit peu plus long que les autres, mais voilà, aujourd'hui vous avez un comparatif des différents investissements. J'espère avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Au revoir.